Y a pas à dire, le vieux matos, c'est tout un lore qui nous passionne, et c'est toujours réconfortant de voir ces anciens, dans leur carapace de métal rouillé, garder l'exploitation pendant des années, alors que tout autour de nous, l'agriculture bouge à vitesse grand V. Vous allez voir ce que je veux dire. Cette semaine, on s'est rendu chez un agriculteur qui avait non pas un, mais deux increvables à nous présenter. L'un d'entre eux est, comme vous allez le voir, plutôt atypique, mais si ces deux bestiaux restent en place, autour, ça bouge vraiment. Remaniement des lois autour de l'agrivoltaïsme, mise en place d'un process pour décarboner la filière des légumineuses françaises, bref, on entame tout ça après une bonne dose de vous savez quoi. Ok, on va tenter de résumer en une minute le congrès FNSEA qui s'est tenu cette semaine à Grenoble avec juste 3 idées essentielles à retenir. Top chrono. Alors, idée numéro 1. Tout le monde redoutait que cela tourne un peu au vinaigre compte tenu des dernières élections aux chambres d'agriculture. Alors oui, on a un peu cassé des noix, mais au final, s'il y a eu des explications en off, il n'y a pas eu de forte tension, semble-t-il, du moins d'après les infos que nous avons récupérées en coulisses. Et l'essentiel à retenir serait qu'il faut plus aller sur le terrain en période d'élection et peut-être aussi muscler un petit peu plus l'échelon cantonal qui reste la clé de voûte de toute démarche syndicale bien pensée. Allez, idée numéro 2. Une partie des débats a été consacrée à comment accroître la présence des agricultrices au sein des instances syndicales, cela afin que la parité ne reste pas seulement un vœu pieux. Et idée numéro 3, le congrès de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, c'est quand même avant tout une grande fête avec près de 1200 personnes qui se retrouvent pour partager de bons moments et, Isère oblige, des bons fromages et des noix par milliers cette année, avec une soirée des plus festives. Bon, on passe rapidement sur la traditionnelle séquence finale, et d'ailleurs peut-être un petit peu désuète dans le contexte actuel, des discours des présidents face à la ministre de l'Agriculture qui a fait du très politique, habile certes, mais pas super concret. Ça fait moins d'une minute? Non? Et merde. Mathieu Hondet est céréalier et il nous avait parlé d'un matériel atypique qui dormait sous son hangar. Enfin qui dormait, c'est vite dit. On a voulu voir ça de plus près. Donc l'increvable chez moi, c'est un rotalabour de marque Howard. Donc maintenant, on les connaît sous les noms de Conskild. Donc c'était vraiment un rotalabour, donc une fraise à caisson fermé, qu'on a transformé en sémavator, donc avec un caisson ouvert et donc une possibilité de semer en même temps qu'on faisait de la préparation de sol. C'est un outil qu'on avait acheté en 1992, donc il commence à dater un petit peu, c'est pour ça qu'il est vraiment increvable. HR50, donc entraînement des deux côtés, donc avec un boîtier de transmission plutôt costaud pour l'époque, à peu près 300 chevaux. Un outil qui nous servait, nous, qu'on attelait derrière un décompacteur à l'époque, pour déjà repréparer le terrain derrière, et qui aujourd'hui, suite aux conditions météo qu'on rencontre de l'année extrêmement compliquée de ce printemps, va encore servir et qui a servi à l'automne aussi pour implanter nos céréales, car ces outils-là nous permettaient d'avancer tout le temps. En plus, celui-ci, il a un caisson chauffant où on mettait les gaz d'échappement dedans pour qu'il soit chaud. Donc vraiment un outil qui, aujourd'hui encore, trouve sa place dans notre ferme. L'avantage de ces outils-là déjà, c'est que c'était extrêmement simple. Il n'y a que des entraînements avec un petit peu de pignon et des roulements. Donc tout ça, on arrive encore à trouver sans problème. On a encore des pièces chez Conskild, ça se trouve encore sans aucun souci, parce qu'il y en a eu énormément de vendus. C'est même assez peu coûteux à l'entretien, parce que c'est vraiment tombé dans le domaine générique, donc on en trouve vraiment partout. Donc c'est plutôt extrêmement simple à garder. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'increvable, mais pendant ce temps, Jean-Paul s'est rendu à un événement particulièrement intéressant pour les mordus d'agrivoltaïsme, avec tout un tas de questions qu'on est nombreux à se poser. Cette semaine, Jean-Paul était à Lyon dans le cadre du Salon de la transition énergétique bipositive pour animer la conférence nationale sur l'agrivoltaïsme, co-organisée par le syndicat des énergies renouvelables et l'Institut national de l'énergie solaire. Un colloque qui a permis de faire le point sur l'avenir de l'agrivoltaïsme avec la présence de développeurs, de représentants du monde agricole et de politiques. Des sujets d'inquiétude sur la filière ont été évoqués, comme l'arrêté sur le tarif S21 concernant les hangars photovoltaïques de moins de 500 kW crête, ainsi que le projet de loi Le Camp.
Il faut dire que la loi Aper et le décret encadrant les activités agrivoltaïques semblaient avoir enfin tracé une ligne claire pour le développement de l'agrivoltaïsme en France. Étudiée mercredi dernier par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, la proposition de loi Lecamp a subi quelques amendements. Quelle est donc la réalité de son contenu aujourd'hui? Écoutons l'analyse de Olivier Daugé, administrateur de la FNSEA, chargé des dossiers climat, énergie et carbone. Il y a différentes choses. La PPL Lecamp où la réflexion a démarré sur 2 points. Donc le premier, c'est le partage de la valeur territoriale. Dans la loi Aper d'accélération, c'était à destination des collectivités locales. Et la ministre, Agnès Pannier-Runacher à l'époque, avait dit c'est un projet agricole, donc l'argent doit aller vers l'agriculture. Elle n'avait pas réussi lors de la loi Aper à faire ça, donc ça a été repris et ça c'est obtenu dans l'article 1er où l'ensemble de l'argent issu du projet à destination du territoire ira sur des projets territoriaux agricoles et ça c'est une bonne chose. La chose aussi c'est qu'on a réussi à inscrire donc la clause agrivoltaïque dans le bail rural. Donc c'est quand même 2 points positifs de cette loi et 2 points positifs est nécessaire. Par contre, comme toute loi, il y a du bon et du moins bon. Et il y a surtout cet article 2 qui plafonne aujourd'hui beaucoup trop bas à 10 MWh projet. Donc ça veut dire qu'en fait, on est sur des projets qui économiquement pour les développeurs ne sont pas suffisants. Il faut qu'on arrive à produire des électrons au prix de marché. Donc ça nécessite une certaine taille. Il ne faut pas faire des trop grands projets parce qu'il faut aussi l'acceptabilité. Donc pour nous, c'est le principe aussi des chambres d'agriculture, c'est 20 mégas. En laissant libre les départements éventuellement qui souhaitent un choix un peu différent en dessous. Mais si on veut vraiment que la filière se développe et surtout se développe dans les territoires avec la possibilité de vendre direct d'électricité, donc avoir un prix dans le marché, il faut impérativement qu'on laisse la filière se développer à des tailles critiques en matière de développement. Il est prévu que cette proposition de loi passe devant l'Assemblée en mai 2025. C'est un mois particulièrement engorgé, ce qui pourrait laisser croire qu'elle n'ira pas à son terme. Si elle passe, un bras de fer s'opérera sûrement et on peut espérer arriver à la barre des 15 voire 20 MW. Par ailleurs, l'autre crainte importante pour les agriculteurs était la renégociation de l'accompagnement par l'État des projets sur les hangars de couverture photovoltaïque entre 100 kW crête et 500 kW crête. Le décret S21 publié jeudi a tranché cette question en diminuant les tarifs. La filière a avancé très très vite et a multiplié par plus de 2 son objectif de volume qui avait été mis par l'État. Donc forcément l'État a freiné en disant attention, vous faites beaucoup plus de volume, le prix de l'énergie baisse, donc l'État ça lui coûte très cher. Donc ils ont baissé un peu le tarif, mais à des niveaux qui restent économiquement viables et notamment pour le développeur et pour ses relations. Là l'objectif qu'on avait et qui a été accepté par l'État, c'est de ne pas trop baisser premièrement, de ne pas être rétroactif et surtout de continuer sur les tarifs de 95 € jusqu'au mois de juillet, alors qu'ils voulaient baisser encore plus avant, pour permettre la mise en place d'appels d'offres, parce que c'est la seule façon pour l'État de réguler le volume. Sur un guichet, sur un tarif, les gens viennent se servir et l'État ne peut pas réguler. Il y aura un peu moins de projets sans doute qu'en année 2024, mais je pense qu'il faut aussi qu'on respecte cette corrélation entre production et consommation, sinon ça va coûter très 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 cher à l'État et ce n'est pas durable si on produit l'énergie chère dans un marché qui est négatif. Retour chez Mathieu Ondet. Il aime bien les tracteurs John Deere, Mathieu. Et parmi ces imposantes créatures métalliques vertes, un semi-ancien qui fait dire qu'il n'y a pas besoin d'être très vieux pour hériter d'un titre d'increvable pertinent à garder sous le hangar. Donc là, on est devant un John Deere, un 8330, qui date des années 2008, qui aujourd'hui est à 4000 heures, qui est un tracteur qui nous servait à l'origine pour faire tous les gros travaux, surtout estivales. Un tracteur qui est lourd, qui pèse 15 tonnes, qui est fait que pour faire de la traction, très peu de semis. Un tracteur qui ne va pas dépasser les 200 heures, donc c'est vraiment de l'ultra occasionnel, mais qui est là pour des gros travaux de déchômage ou des conditions météo très compliquées, qui est capable de nous sortir de situations très complexes. Malheureusement, voilà quelques années, on pouvait renouveler ces tracteurs-là plus fréquemment. Aujourd'hui, c'est devenu impossible du fait de l'achat trop cher du prix du matériel à plus de 300 000 €. Donc c'est des tracteurs qu'on fait durer finalement, même si ce n'est pas des tracteurs très vieux aujourd'hui, c'est encore des tracteurs qui restent sur l'exploitation, qui sont toujours très sécuritaires. Il était aux normes de l'année où on l'a acheté, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est ce qui fait l'intérêt de tous ces gros matériels-là. C'était des matériels plus simples que ce que l'on a aujourd'hui, qui coûtent quand même moins cher d'entretien, sur lesquels on peut encore travailler un peu plus facilement que sur les nouveaux matériels. Ce qui bouge aussi, c'est la prise en compte de l'empreinte carbone dans nos façons de produire. Et vous allez voir qu'une entreprise pourrait faire bouger une filière entière.
bien connu. Intégrer des légumineuses dans sa rotation pour capter plus de carbone dans les sols, c'est un bon plan. Mais l'entreprise Agritech Intact Régénérative pousse la réflexion un petit peu plus loin. Son objectif, favoriser le développement de la filière légumineuse française. Ses moyens, mettre en place un process vertueux de la production à la valorisation des légumineuses. On travaille avec un certain nombre de coopératives, notamment la coopérative Accéréal. Et effectivement, sur les 12 000 adhérents d'Accéréal, il y en a à peu près 300 qui ont ce contrat filière intact et qui intègrent aujourd'hui des pois et des févrols dans leurs assolements qui viennent enrichir en azote leur sol. Alors ça, c'est pour l'amont des filières. Et pour la valorisation, eh bien, Intact mise sur l'idée de n'absolument rien gâcher. On valorise 100% de la légumineuse. Donc avec les protéines, on va développer des protéines pour l'alimentation humaine et animale. L'amidon va être fermenté, distillé. Et puis l'enveloppe, elle va servir à alimenter une chaudière biomasse qui fournit l'essentiel de l'énergie nécessaire à la distillation de notre alcool qui s'appelle Pulse. Pulse, c'est un alcool de légumineuse bas carbone et au cœur du process, on trouve une technologie protégée par une demande de brevet qui réduirait de 80% les émissions de carbone par rapport à un alcool neutre conventionnel. Donc notre alcool utilise des légumineuses et un processus industriel complètement décarboné, zéro énergie fossile, que des énergies renouvelables, puisque c'est une chaudière biomasse qui utilise donc les enveloppes de la légumineuse, et un complément d'électricité française, donc décarbonée. Et si le process marche à petite échelle, il faut voir ce que ça donne sur le plan national. Ça tombe bien, il va y avoir du nouveau pour cela. Nous avons notre site industriel qui est en cours de construction actuellement à Baule, au sud d'Orléans, au cœur de la Beauce, au plus près de nos agriculteurs. Ce site ouvrira ses portes à la fin de l'année 2025 avec des objectifs industriels assez importants. On a besoin d'à peu près 12 000 hectares de légumineuses pour répondre à notre projet industriel. À l'échelle de l'assolement, c'est un projet de régénération de 65 000 hectares, ce qui est un des plus gros programmes d'agriculture régénérative en France actuellement. Intéressant, non ? Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Carbon Farming. Voilà, cet épisode de Power Boost est terminé. On espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. On y met du contenu presque tous les jours. Et dans tous les cas, vous avez toujours les réseaux sociaux pour suivre un petit peu ce qu'on fait. Je vous souhaite une excellente semaine.